Bonjour à toutes, bonjour à tous. Nous sommes le mardi 4 mai 2021. Au sommaire de cette émission, connaissez-vous le nudge? On va en parler avec notre invitée, la journaliste Audrey Chabal. Elle a enquêté sur la façon dont nos gouvernants utilisent des méthodes de l'économie comportementale pour nous inciter à prendre certaines décisions. Une stratégie de communication, vous verrez, très utilisée par le gouvernement français en ces temps de pandémie. Et puis nous partirons en Inde, où le journaliste Com Bastin nous racontera les ravages du Covid dans le deuxième pays le plus peuplé du monde. Bienvenue dans À l'air libre, c'est l'émission quotidienne de Mediapart. Aux États-Unis, le 46e président Joe Biden vient de fêter les 100 jours de sa présidence. Pendant des années, Joe Biden, 78 ans, c'était l'incarnation du vieux parti démocrate centriste, surtout parfois même conservateur. En France, notre président Emmanuel Macron, lui, s'était dépeint pendant sa campagne en chantre de la modernité, une sorte de Kennedy français. Eh bien, en 3 mois de présidence, le vieux Biden a annoncé des mesures majeures, plus à gauche que ce que l'on attendait de lui, ringardisant Emmanuel Macron, mobilisant en tout cas un imaginaire plus progressiste que lui. On va prendre quelques exemples. Le premier, nous sommes le 28 avril, premier discours de Joe Biden devant le Congrès et des annonces importantes. I will not impose any tax increase on people making less than $400,000. But it's time for corporate America and the wealthiest 1% of Americans to just begin to pay their fair share. And the IRS is going to crack down on millionaires and billionaires who cheat on their taxes. My fellow Americans, trickle down economics has never worked. Taxer à nouveau les très riches, donc supprimer des impôts pesant sur les classes moyennes. De ce côté de l'Atlantique, c'est la défense des premiers de cordée. Pour que notre société aille mieux, il faut des gens qui réussissent. Et il ne faut pas être jaloux d'eux. Il faut dire c'est formidable. C'est le fameux ruissellement ? Non, je ne crois pas au ruissellement pour ma part. Mais je crois à la cordée. Si on commence à jeter des cailloux sur les premiers de cordée, c'est toute la cordée qui dégringole. Je ne crois pas au ruissellement, nous dit Emmanuel Macron. C'est pourtant le sens de sa politique. Dès 2017, il défendait ainsi la suppression de l'impôt sur la fortune. Quel était le résultat de l'ISF tel qu'on l'avait ? Celles et ceux qui étaient en train de réussir partaient et on a perdu beaucoup de talents. Pas tous. Pas tous, mais beaucoup. Beaucoup. Depuis, il l'a fait et il n'a aucun regret. Écoutez-le, c'était la semaine dernière. Heureusement qu'on a supprimé cette aberration de taxer la réussite quand elle réinvestit sur notre tissu productif. Et vous voyez que tout se tient. Et cette crise, elle révèle quoi ? Qu'on aurait simplement dû faire 10 ou 15 ans plus tôt ce que nous avons fait. Autre exemple, le climat. Là encore, des mots et une attitude bien différentes. Lorsque Trump, le climato-sceptique, était au pouvoir, Macron pouvait à bon compte troller le méchant Donald. Make our planet great again. Tout ça en anglais. Depuis, Joe Biden a annoncé un grand plan climat avec des millions d'emplois verts. That's why I propose the American Jobs Plan, a once-in-a-generation investment in America itself. This is the largest jobs plan since World War II. Un plan alors quand même limité, problématique même à certains égards, mais tout de même salué par de nombreux activistes du climat qui parlent d'efforts historiques. Macron, lui, a renoncé à l'essentiel des mesures de la Convention citoyenne sur le climat. J'ai 150 citoyens, je les respecte, comme des parlementaires. Mais je ne vais pas dire parce que ces 150 citoyens ont écrit un truc, c'est la Bible, ou le Coran, ou que sais-je, dans la période si tendue qu'on connaît. Je préfère pas prendre même ces comparaisons. Et il passe son temps à caricaturer les écologistes. Et j'entends beaucoup de voix qui s'élèvent pour nous expliquer qu'il faudrait relever la complexité des problèmes contemporains en revenant à la lampe à huile. Je ne crois pas au modèle Amish. Et je ne crois pas que le modèle Amish permette de régler les défis de l'écologie contemporaine. Dernier exemple, Biden réhabilite l'État et annonce une relance après 4 décennies, il faut le dire, de libéralisme sauvage aux États-Unis. Un plan de 2000 milliards contre la pandémie, le plan climat dont on a parlé, le plan emploi, lui aussi doté de montants spectaculaires. En France, Macron, lui, s'en prend au modèle social. Tout le système social, on met trop de pognon, on déresponsabilise et on est dans le curatif. La politique sociale, regardez. On met un pognon de dingue dans des minima sociaux, les gens ils sont quand même pauvres. Biden réhabilite la classe moyenne longtemps négligée aux États-Unis, même par son parti, et il parle même des syndicats. But Wall Street didn't build this country. The middle class built the country. And unions built the middle class.
Et reconnaissons-le, ça fait franchement longtemps qu'on n'a pas entendu un hommage aux syndicats dans la bouche du président français. Alors bien sûr, tout cela, ce sont des mots. Joe Biden n'est qu'au début de son mandat. Il n'est pas sûr qu'il puisse faire voter toutes ces réformes. Et son CV, très centriste, peut nous faire douter. En tout cas, dans les mots utilisés, dans l'imaginaire convoqué, le vieux Biden muscle son côté progressiste. Macron, lui, muscle ses alliances à droite et commence vraiment à sentir la naphtaline. Tout de suite, on reçoit notre invité, Audrey Chabal. Bonjour Audrey Chabal. Bonjour Mathieu. Vous êtes journaliste, vous publiez ce livre « Souriez, vous êtes nudgé. Comment le marketing infiltre l'État » aux éditions du Faubourg. Alors c'est un livre sur un concept qui s'appelle le nudge, un mot anglo-saxon qui signifie coup de coude, incitation. Le nudge, ce sont des méthodes d'économie comportementale mises en place par des entreprises, mais aussi des dirigeants aux États-Unis, des dirigeants politiques aux États-Unis, au Royaume-Uni notamment, pour influencer nos choix. On va en reparler. Des méthodes utilisées aussi en France pendant la pandémie par le gouvernement. Ça aussi, on va en reparler. Mais d'abord, un peu de définition. Le nudge, donc, a été théorisé par deux chercheurs états-uniens qui s'appellent Kassenstein et le prix Nobel Richard Thaler dans un livre, Nudge, comment inspirer la bonne décision, paru en 2008 aux États-Unis et 2 ans après en France. Et le nudge, ils le définissent ainsi, tout aspect de l'architecture du choix qui modifie de façon prévisible le comportement des gens sans interdire aucune option ou modifier de façon significative les incitations financières. Alors Audrey, entrant dans le concret après cette définition un peu théorique, en fait le nudge, il est un peu partout dans nos vies. Est-ce que vous pouvez nous donner un ou deux exemples d'utilisation par certains gouvernements ou par les entreprises ? Bien sûr, alors vous l'avez dit, c'est un coup de coude, un coup de pouce pour influencer la décision. Donc des exemples très simples, on en a partout. Par exemple, les cases précochées sur Internet. Donc là, elles sont précochées, donc évidemment, on est influencé pour la laisser telle qu'elle et laisser la petite option cochée. On a également la mouche, évidemment, dans l'urinoir, qui est l'exemple emblématique du nudge. On a une mouche dans l'urinoir qui incite les hommes à viser et donc à ne pas faire d'éclaboussures autour et réduire ainsi les frais de nettoyage. Et puis pendant la pandémie, là récemment, on a eu des marquages au sol, des flèches, des ronds, des croix qui nous incitent à aller ou à ne pas aller à certains endroits. Donc ça, ce sont des nudges très utilisés ces derniers temps. Donc les nudges, c'est des petits outils, hein, et c'est aussi des messages de communication. C'est un peu les deux. Comment vous définiriez ce qu'est le nudge ? Alors le nudge, c'est une incitation. On influence, on va essayer, c'est de l'économie comportementale, donc c'est un outil qui permet d'influencer les individus. On va les inciter à aller dans telle ou telle direction. Et là, pendant la pandémie, on a aussi eu des nudges communicationnels, donc des termes qui ont été employés, qui ont été mis en avant pour nous influencer à adopter les fameux gestes barrières. Alors, on va y venir justement. Cette méthode, elle a été utilisée par le gouvernement français pendant cette pandémie pour orienter nos comportements. Il s'est d'ailleurs appuyé sur ce qu'on appelle des nudge units, des unités qui sont spécialisées dans le nudge pour gérer sa communication de crise. Notamment, on va en reparler, le cabinet BVA qui travaille pour le service d'information du gouvernement. Tout ça, on va le voir avec vous. Mais d'abord, on va prendre quelques exemples concrets. Premier exemple, les mots utilisés par Emmanuel Macron au début de la pandémie, c'est le 16 mars. Voici le président en papa et chef de guerre. Nous sommes en guerre. Une métaphore de la guerre filée avec la définition des 3 lignes de front. Nos militaires, nos pompiers, nos pharmaciens ont donné dans cette première ligne, dans la deuxième ligne, nos agriculteurs, nos enseignants, dans ce que j'ai appelé cette 3e ligne, chacun d'entre vous. Audrey Chabal, vous écrivez dans votre livre, vraiment cette image des 3 lignes, elle a vraiment été créée par les nudge units du gouvernement. Est-ce que vous pouvez nous en dire un peu plus ? Oui, alors tout à fait. Alors ça, c'est la BVA Nudge Unit, donc qui est une filiale de BVA, l'Institut de sondage, qui a
inventé cette notion de 3 lignes. Donc Eric Singler, le patron de la BVA Nudge Unit, en fait, a posté un petit message sur LinkedIn au tout début de la pandémie. Donc on se souvient, on avait le confinement qui venait d'être mis en place, mais quand même, on nous avait demandé d'aller voter. Et à ce moment-là, on voit des gens qui vont dans les parcs et qui ne respectent pas forcément les gestes barrières. Eric Singler poste un message sur LinkedIn en disant « mais enfin, c'est comportemental ». Et effectivement, à ce moment-là, on n'avait ni masque, ni gel hydroalcoolique, ni vaccin. Donc il fallait mettre en place des comportements. Et donc la BVA Nudge Unit met en place de la communication, c'est de la communication politique, de la communication de crise, en inventant ce terme de première, deuxième et troisième ligne pour différencier les travailleurs. Et ça sert à quoi, en fait? Ça sert à quoi de mettre en place ces 3 lignes comme ça? C'est pour dire aux gens, voilà les gens qui vont être prioritaires, qui sont les plus importants. À quoi ça sert? Alors, c'est de la communication. Là, ils rebondissent tout simplement sur le terme de guerre employé par Emmanuel Macron. Et c'est vraiment là l'idée de différencier les travailleurs qui vont au front, donc les infirmiers, les médecins, tout le personnel soignant, mais aussi les caissiers, les éboueurs, etc., qui, eux, ont le droit de sortir, et puis les autres qui n'ont pas le droit de sortir. Et en fait, c'était ça. L'idée, c'était vraiment de faire comprendre aux gens, vous n'avez pas le droit de sortir parce que vous êtes en 3e ligne. C'est une façon de nous faire consentir, d'une certaine façon, à ces mesures de confinement. Autre exemple, on va prendre un autre exemple très vite, les masques. On se rappelle, au printemps dernier, au début de la pandémie, Édouard Philippe, Premier ministre, les masques ne sont pas utiles. Le port du masque en population générale dans la rue, ça ne sert à rien. Puis le 19 avril, changement radical de doctrine en prévision du déconfinement de mai, l'apparition d'une nouvelle expression. Il est probable que, s'agissant des transports publics, s'agissant de ces lieux où la densité est mécaniquement assez forte, il soit obligatoire pour les utiliser de porter un masque grand public. Voilà, l'expression nouvelle, c'est masque grand public à ce moment-là. Donc il s'agit de masques en tissu vendus en pharmacie, par exemple, en tissu ou vendus en pharmacie. Ils n'ont pas une protection optimale, mais c'est mieux que rien, puisque vous l'avez dit, à l'époque, il y a une pénurie totale de masques, masques chirurgicaux, masques FFP2, l'État n'a pas fait de stock. Problème, au fil des mois, on se rend compte que le terme masque grand public n'est pas très clair pour le public, justement. Alors, en janvier dernier, quand le variant anglais commence à circuler, Olivier Véran, nouveau ministre de la Santé, adopte une nouvelle formulation. La quasi-totalité des masques industriels grand public ont des capacités filtrantes supérieures à 90%. C'est ce qu'on appelle les masques grand public de niveau 1. En revanche, le masque artisanal qu'on fabrique chez soi avec la meilleure intention du monde, en respectant les normes AFNOR, pour le Haut Conseil de santé publique, n'offre pas nécessairement toutes les garanties nécessaires. Donc là, pour reprendre un petit peu, Olivier Véran nous dit, en fait, avant, on vous a parlé de masques grand public. Là, maintenant, on va vous parler de masques grand public de niveau 1, qui protègent vraiment, et de masques artisanaux qu'il ne faut pas trop utiliser, alors qu'on nous avait dit qu'il fallait les utiliser. Que nous montrent ces évolutions sémantiques? Alors là, l'exemple du masque est formidable, parce que c'est toute l'hypocrisie, quand même, du gouvernement. C'est-à-dire qu'on est en début de pandémie, on a une pénurie de masques, et donc on incite les gens à reprendre leurs fils et leurs aiguilles. Et donc, on invente ce terme de masque grand public. C'est BVA qui invente ce terme. D'accord, c'est à nouveau le cabinet BVA. Exactement, en tout cas revendiqué. Ouais. Donc, on invente ce terme pour inciter les gens à faire leur masque, à confectionner leur masque et donc à le porter. Et puis, petit à petit, donc là, on était au tout début de la pandémie, il y avait une pénurie, donc une défaillance quand même de l'État. Et là, tout le monde se met à faire son masque, on a les tutos qui circulent, voilà. Exactement, avec la fameuse norme AFNOR. Voilà. Et puis petit à petit, à partir de l'été, on commence à dire qu'en fait le masque devient obligatoire, puisqu'au début on nous disait qu'il ne l'était pas et qu'il n'était même pas utile. Et puis à partir de septembre, le masque devient obligatoire dans de nombreux endroits. Et progressivement, les stocks de masques apparaissent et donc le masque grand public vient comme ça être utilisé. Voilà. On voit bien là l'utilisation de ce nudge communicationnel. Je l'appelle nudge communicationnel puisqu'on n'est pas dans un, comme la mouche, on n'est pas dans un exemple concret, c'est vraiment du lexique, c'est de la communication. On voit bien que ce nudge communicationnel à ce moment-là vient comme une rustine sur des manquements de l'État.
D'accord, donc c'est un outil de communication pour nous faire avaler la pilule d'une certaine façon. C'est ça. Et après, on a très bien vu avec l'exemple de Olivier Véran qui ensuite parle de masques artisanaux. On n'a d'ailleurs plus entendu parler de ce terme-là pour dire finalement ces masques-là ne sont plus très utiles et surtout ils ne protègent pas assez face aux variants. Donc prenez des masques FFP2 et des masques chirurgicaux et effectivement à présent, nous avons suffisamment de masques pour que tout le monde en utilise. Alors, on va poursuivre un petit peu et écouter celui dont vous avez parlé justement, le patron de l'Institut BVA, Eric Singler. Il est aussi le patron de la Nudge Unit de BVA et il raconte sur Europe 1 comment il a travaillé sur une communication positive pour inciter, par exemple, à la vaccination. C'est pour ça qu'on voit Olivier Véran ou Jean Castex, nous on appelle ça l'effet de l'émetteur. Quoi de plus convaincant pour quelqu'un qui est hésitant de voir quelqu'un d'emblématique, alors emblématique au niveau national, mais ça peut être emblématique à son petit niveau, hein, son médecin, son ami, son père se faire vacciner, c'est une preuve que ces gens-là ne perçoivent aucun risque. Donc ça, c'est une mécanique importante. La mécanique des normes sociales, dire il y a plusieurs millions de personnes dans le monde qui le font, ça aussi c'est très probant. Eric Singler qui fait notamment référence à ça, le ministre de la Santé, Olivier Véran, vacciné en direct devant les caméras, une technique de communication qui a d'ailleurs été utilisée dans de nombreux autres pays. On a vu des dirigeants se faire administrer comme ça le vaccin en direct devant les caméras. Audrey Chabal, pourquoi cette mise en scène ? Alors, Eric Singler le dit très bien, c'est l'effet messager. Donc là aussi, c'est de la communication, c'est très classique. On prend une figure un petit peu populaire. Les agences régionales de santé l'ont fait pendant toute la pandémie en utilisant justement des messagers comme ça pour porter la bonne parole sur les gestes barrières, par exemple. On peut penser également à la vidéo de McFly et Carlito, qui ont été exactement, qui ont été mis au défi par Emmanuel Macron lui-même de faire une vidéo sur les gestes barrières. Donc ça, c'est l'effet de messager, les influenceurs, tout simplement. On prend des influenceurs pour qu'ils portent la bonne parole auprès du public. Alors, vous expliquez dans votre livre, et on en a parlé un peu avant cette émission, et vous me disiez qu'en fait, l'Institut BVA, il a travaillé sur beaucoup d'éléments quand même de la gestion communicationnelle de la pandémie. Ça va même au-delà, en fait, puisque, par exemple, le texto du gouvernement que nous avons tous un peu reçu, pour nous inciter à télécharger l'application Tous Anti-Covid, vous m'avez dit ça a été nudgé, ça a été fait entièrement par l'Institut BVA, donc qui a finalement constitué une partie de la communication gouvernementale autour de la pandémie. Et puis, il y avait eu cette polémique là, il y a quelques jours avec des people qui pouvaient en effet montrer qu'ils allaient se faire vacciner. Par exemple, Sheila, finalement, qui a démenti vouloir le faire. Et vous me dites ça aussi, ça a été une idée de BVA. Donc, on voit à travers tous ces exemples quand même qu'un institut privé comme BVA, qui fait des sondages, normalement, a eu un rôle très important dans la communication gouvernementale. Tout à fait. Alors là, c'est une particularité, c'est la filiale de BVA, donc la BVA Nudge Unit, qui a été missionnée par le gouvernement pour faire de la communication de crise. Ce qui est surprenant ici, c'est que l'État, en son sein, possède un département de sciences comportementales et on se demande un petit peu pourquoi finalement l'État fait appel à un institut privé pour faire ce que pourrait faire son département de sciences comportementales qui est au sein même de l'État. Oui, parce que c'est ça aussi qu'on apprend dans votre livre. On apprend qu'il y a donc une cellule nudge, d'une certaine façon, une cellule économie comportementale, on va dire. Alors, elle est située au sein de l'État. Donc, c'est le département sciences comportementales de la direction interministérielle de la transformation publique, en fait, qui est placé directement sous l'autorité du Premier ministre. Ils font quoi ? C'est-à-dire concrètement dans nos vies, dans dans les formulaires qu'on remplit ou où c'est que leur influence s'exerce ? Alors eux, ils font un travail un petit peu différent.
de la BVA Nudge Unit. Ils font des sciences comportementales. Donc, par exemple, ils vont nous permettre de diminuer notre consommation de chauffage au bois. Donc, pour ça, ils vont envoyer des formulaires avec des incitations qui jouent sur les sciences comportementales, sur nos biais cognitifs. Ou encore, ils vont faire de la simplification de documents administratifs. Donc, ce qui n'a pas empêché des attestations longues comme le bras, comme on l'a vu là lors du dernier confinement. Alors ça aussi, c'est nudgé pour rendre compliqué la sortie aussi. Mais c'est encore une autre forme de nudge. D'accord, donc ça veut dire qu'on a pu produire des attestations très longues pour donner le sentiment aux gens qu'il y avait beaucoup trop d'obstacles permettant leur sortie. C'est ça. Au début, en tout cas pour le premier confinement, l'idée était de rendre difficile la sortie. Et donc, on a mis en place ces attestations extrêmement compliquées, justement pour montrer que sortir n'était pas un geste anodin. Alors, venons-en un petit peu à finalement l'analyse de tout ça. Votre livre, je l'ai dit, Souriez, vous êtes nudgé, il est voilà, consacré à montrer comment ces logiques de marketing ont infiltré l'État. D'abord, première question, est-ce que pour vous, c'est de la manipulation? Est-ce que c'est grave? Ou est-ce que c'est juste de la com qui permet finalement, dans des contextes particulièrement de crise comme ça, finalement, d'orienter un peu les comportements, de dire oui, bah, mettez des masques, en tout cas quand il y en a, respectez les gestes barrières, ce qui n'est pas forcément une mauvaise option. Donc, est-ce que c'est de la manipulation? Alors c'est une très bonne question parce que on le voit très bien, là l'intention est de nudger pour le bien. Le problème derrière, c'est que on nie la rationalité des individus. C'est-à-dire qu'effectivement, on est en début de crise, on se dit il n'y a pas de masque, pas de gel hydroalcoolique, rien du tout, pas de vaccin, rien du tout. Il faut bien adopter de nouveaux comportements. On a changé notre vie en début de pandémie. Oui, là, on pallie vraiment les défaillances de l'État à ce moment-là. Exactement. Et c'est utile et pourquoi pas finalement, pourquoi pas. Ce qui est problématique avec le nudge, c'est qu'on part du principe que les individus n'ont pas de rationalité. C'est l'inverse de l'économie classique, selon laquelle l'homo economicus est un homme rationnel qui prend des décisions parfaitement informées, etc. L'économie comportementale part du principe inverse, que l'individu est irrationnel, il est biaisé, il est soumis à ses émotions et que donc il n'est pas capable de prendre de bonnes décisions par lui-même. Et c'est pour ça que les créateurs, les concepteurs du nudge, Richard Thaler et Cass Sunstein, parlent de paternalisme libertarien. Donc c'est un concept un peu barbare comme ça, mais qui signifie en fait qu'on agit, les gouverneurs agissent en bons pères de famille et essaient d'influencer pour le bien des individus irrationnels et donc en les infantilisant. Oui, parce que ce thème de l'infantilisation, on l'a quand même beaucoup entendu de la part de plein de gens, d'ailleurs très divers, depuis un an, qui disaient on a l'impression d'être gérés en effet comme des enfants. Pour vous, l'utilisation de ces techniques, ça a pu participer de ce sentiment-là? Les gens ne sont peut-être pas au courant que ces techniques-là ont été mises en place, ils le découvrent avec cette émission. Vous avez l'impression que l'utilisation de ces techniques-là, finalement cette philosophie-là, ça a contribué à ce sentiment? Oui, parce que c'est, voilà, comme je le disais, nier la rationalité des individus, c'est-à-dire on s'adresse à eux comme s'ils étaient des enfants. Attention, si vous ne respectez pas les gestes barrières, vous allez être responsable et entièrement responsable des contaminations. Et donc, on va vous supprimer les vacances d'été, on va vous interdire de circuler et de passer les fêtes de Noël en famille. Donc, on a cette idée de vice qu'on sert et qu'on dessert sans cesse et qui est très infantilisante, alors qu'on pourrait très bien s'adresser à la rationalité des individus, leur expliquer, les informer, leur dire la situation est gravissime, voilà ce qui se passe dans les hôpitaux et prenons tous nos responsabilités, mais avec derrière l'État qui joue son rôle. On pense d'une certaine façon qu'ils n'en sont pas capables de cette autonomie et de ce côté raisonnable. Et juste peut-être dernière question, vous écrivez dans le livre, c'est un outil, le nudge, dont se servent parfois les pouvoirs publics pour remplacer le rôle protecteur de l'État, responsabiliser les individus quand l'État se sent et se sait acculé, dépassé. Il y a un autre intervenant dans votre livre qui dit, ouais, c'est aussi tout simplement une façon de pallier au fait que l'État
se réduit volontairement, finalement, fait de plus en plus d'austérité. Du coup, on met tout sur la responsabilisation individuelle des gens. Tout à fait. Alors là, il y a un exemple qui est assez marquant, je trouve. C'est qu'à ce moment-là, je fais l'interview de Stéphane Géraud, donc, qui est le directeur du département sciences comportementales de la DITP, qui est chargé, missionné par le gouvernement pour mettre en place des leviers comportementaux, des nudges, donc pour inciter le personnel soignant à se faire vacciner contre la grippe à l'époque. Il me dit, très bien, sauf que nous n'avons pas de vaccin contre la grippe. Ouais. Et donc on voit bien là le fossé absolument incroyable qu'il y a entre un gouvernement qui colle une rustine, là, qui prend les sciences comportementales comme quelque chose de magique, un peu une baguette magique qui viendrait donner des solutions comme ça, toutes faites, pas chères, soi-disant efficaces, voilà. Alors qu'en fait, on voit très bien que derrière, l'État ne met pas les moyens suffisants pour faire en sorte que les hôpitaux tournent correctement, pour qu'il y ait suffisamment de masques, pour qu'il y ait suffisamment de vaccins. Merci Audrey Chabat. Je crois que grâce à vous, on a un peu plus compris pourquoi parfois on avait le sentiment d'évoluer dans des choses assez absurdes de la part du gouvernement depuis un an. Vous venez de publier, je le rappelle, Souriez, vous êtes nudgé. C'est sorti récemment aux éditions du Faubourg. On va partir tout de suite en Inde. Là-bas, pas de nudge, en tout cas pas qu'on sache, mais un gouvernement totalement dépassé par le Covid. C'est une deuxième vague impitoyable qui frappe l'Inde depuis un mois. En moyenne, 350 000 nouveaux cas et 3 500 morts par jour cette semaine. On rejoint tout de suite notre journaliste sur place. Bonjour, Côme Bastin. Bonjour. Salut Côme, tu es à Bangalore, la grande ville du Sud qui est d'ailleurs reconfinée. On va y revenir, mais d'abord, raconte-nous, si tu peux, la situation dans le pays. En fait, derrière ces grands chiffres qui sont d'ailleurs notoirement sous-estimés, c'est d'abord un drame humain qu'on voit parce que les hôpitaux ne sont pas du tout de taille à faire face à la déferlante. Le Karnataka, où je me trouve, fait partie des États les plus touchés. Et la semaine dernière, par exemple, j'ai pu suivre une ONG à Bangalore et constater la situation catastrophique dans la capitale. Il n'y a même plus assez d'ambulances pour acheminer les corps vers les cimetières ou les crématoriums. Alors ils foncent de 6h du matin à minuit pour assurer le service minimum. Et puis même les crématoriums sont débordés. Lorsque nous sommes arrivés à 8h du matin, 15 ambulances faisaient déjà la queue. Ce qui manque le plus, c'est l'oxygène en fait. Les patients ne meurent même plus directement du virus, mais de ne pas pouvoir être traités. Et c'est ce que me racontait par téléphone un volontaire qui gère un dépôt d'oxygène. We, a group of NGOs called Mercy Mission, we have an oxygen bank in 6 different areas in Bangalore right now. Sadly, today we are still not able to be refilled. Hospitals scrambling to get oxygen on time. The ventilator beds are full. People, they're just on the streets trying to get some oxygen. Et la situation est la même partout, et en particulier à Delhi, dans la capitale, et à Bombay, d'où est partie la deuxième vague. On commence à voir le bout du tunnel, mais au prix de 45 jours de confinement. D'ailleurs, toi-même, tu es confiné actuellement à Bangalore. Oui, depuis la semaine dernière, comme tout l'État, le Karnataka et ses 70 millions d'habitants. En Inde, plus qu'ailleurs, c'est vraiment une solution de dernier recours parce qu'elle prive de subsistance énormément de petits travailleurs journaliers. On espère que ça va pouvoir calmer la flambée et laisser la vaccination monter en puissance. Le problème, c'est que la vaccination, justement, elle peine à décoller. Tu peux voir, par exemple, ici, un centre de vaccination de Bangalore avec une énorme bannière qui invite les habitants. Mais en fait, il est complètement vide parce qu'il n'y a pas de dose. Il y a bien une plateforme de réservation en ligne, mais les serveurs sont saturés et aucun créneau n'est disponible. Comment est-ce que la population réagit face à ces dirigeants? On se rappelle que Modi, à un moment, en janvier, s'était vanté d'avoir contenu l'épidémie. Oui, là c'est un peu le retour de bâton. Depuis une semaine, il y a des hashtags comme maudit démission, maudit meurtrier qui font la une sur Twitter. On lui reproche du coup de ne pas avoir préparé le pays, d'avoir fanfaronné face à ce retour de flamme, alors que de nombreux experts alarmaient sur la possibilité d'une seconde vague, de nouveaux variants. Le pouvoir fait aussi le choix de son côté du déni, de la répression. Donc il y a 52 tweets critiques de personnalités publiques, de personnalités de l'opposition qui ont été supprimés sans raison. Et puis pour donner un exemple, le ministre en chef BJP, donc du parti de Modi de l'Uttar Pradesh, qui est l'État le plus peuplé de l'Inde,
Il a affirmé contre toute vraisemblance qu'il ne manquait d'oxygène nulle part en Inde, et il a même menacé de poursuivre ceux qui prétendaient le contraire. Et puis ce qu'on reproche aussi à Narendra Modi, c'est d'avoir maintenu le rassemblement religieux géant de la Kumbh Mela en pleine deuxième vague, et puis surtout ces meetings monstrueux sans masque pour les élections législatives au Bengale, un bastion de gauche qu'il avait juré de conquérir. Sauf que c'est raté, son parti n'obtient que 70 sièges sur 290. Merci, Com. On te lit bien sûr sur Mediapart où tu as raconté cette campagne hors norme et ce qui se passe actuellement autour du Covid. Bonne nuit à toi à Bangalore. Tout de suite le 24 heures. Si vous n'avez pas lu Mediapart depuis 24 heures, séance de rattrapage et surtout, abonnez-vous. Vous le savez, nous ne vous informons que grâce aux abonnements. D'abord, ce reportage de Jean-Arnaud Derain et Laurent Gélin au Monténégro. 2 bassins de boue rouge d'une usine aluminium menacent les riverains et le milieu fragile du lac de Skadar. La privatisation et la vente à la découpe de l'entreprise ont favorisé la corruption. Dans le club, ce texte d'Alain Berthaud, l'anthropologue revient sur l'appel des militaires publié par Valeurs Actuelles et le silence de nombreux politiques. Berthaud nous dit qu'il est logiquement difficile pour l'extrême droite, la droite et même une partie de la gauche de se scandaliser de cet appel factieux, car les ennemis qu'il désigne, les musulmans, les gens de gauche, les habitants des banlieues, sont les mêmes qui sont souvent visés dans les médias et par nombre de politiques. Enfin, Antoine Perrault revient sur la chanson phénomène d'une époque, Danser encore, un cantique contre la gestion de la pandémie par le pouvoir en France et ailleurs, et aussi, disons-le, un hymne bienvenu à l'insubordination. Voilà, à l'air libre, c'est fini pour aujourd'hui. Demain, ne ratez pas notre émission spéciale autour des 150 ans de la Commune. Ça se passera sur Mediapart de midi à 14h. Vous pourrez dialoguer avec les journalistes de la rédaction autour de cet événement majeur, historique majeur. Vous retrouvez toutes les informations sur le site pour dialoguer avec la rédaction. Nous, on se retrouve demain, même heure, même endroit. Prenez soin de vous. Bonne soirée.